partager. Attends, je réfléchis. Est-ce que ça marche mieux maintenant? Oui. Ah, enfin. Il y a un problème de retour de son chez vous. Bon, on va peut-être commencer. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, on peut commencer. Allez, c'est parti. On n'a plus de son, on n'a plus d'image. C'est parti, c'est partage d'écran. On vous a vu là, Bruno, on vous a vu dans un lab. Est-ce que vous pouvez déjà, en vous présentant, vous expliquer aussi où c'est que vous êtes? Oui, bien sûr. Bon, bonjour, on va démarrer cet atelier. Alors, bonjour à toutes et tous. Bien entendu, on est désolé de ne pas pouvoir être à Lyon, au salon. Donc, néanmoins, on est mobilisé dans notre Fab Lab qui est à Bois-Colombes. C'est un atelier qui est réservé à nos clients et partenaires sur lequel on fait des expérimentations, bien entendu, vous comprenez, de plus en plus à distance. Donc, je vais donner la parole d'abord à quelqu'un qui va se présenter assez rapidement. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Katia Luce. En fait, je suis Technical Sales sur tout ce qui est la maintenance, en fait, et les outils pour transformer votre maintenance. Fabrice, bonjour. Je suis Fabrice Leroy. Je suis avant-vente également sur toutes les technologies autour de la maintenance, et en particulier autour de la maintenance collective. Alors, on a 40-45 minutes pour parler donc de maintenance 4.0. Donc, moi, je vais me présenter aussi, Bruno Fernandez. Je suis dans l'entité Watson IoT et je suis business developer. Alors, on a voulu appeler cet atelier maintenance 4.0, mais surtout, comment transformer la maintenance avec en fait les technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui, à savoir l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi on a cet objectif-là? Essentiellement parce que on va voir sur l'introduction, sur l'agenda, on va faire une petite introduction, présenter quels sont les enjeux sur les assets, introduire un scénario. On a voulu que cet atelier soit très orienté de manière extrêmement pragmatique autour d'un scénario qui va être illustré par Katia et Fabrice. Ensuite, bien entendu, démonstration et on fera une synthèse avec les questions-réponses à la fin. Est-ce que vous voyez les slides défiler? Oui, on les voit. D'accord. Donc, on a un petit peu l'habitude de faire des webinaires. On en a fait un certain nombre en début d'année, un petit peu avant le Covid et pendant le Covid, qui était pour objectif d'essayer de fournir de l'information à nos clients. Et l'ensemble de ces différents webinaires sont disponibles à distance. Alors, on parle de l'enjeu dans les assets. Alors, assets sont des actifs, des équipements. Et pourquoi on a voulu se focaliser là-dessus? Simplement parce que dans notre vie, à la fois personnelle et professionnelle, on a de plus en plus d'automates, de systèmes, d'équipements qui orchestrent un petit peu notre vie, qui nous aident, à la fois dans des usines, mais aussi dans des systèmes de transport, par exemple. Donc ces assets sont devenus de plus en plus nombreux, et ça ne fait que commencer, de plus en plus sophistiqués, de plus en plus complexes, de plus en plus communicants, et ça c'est un petit peu un lien avec l'IoT, et de plus en plus interdépendants, communicants. Ce qui fait que ces assets sont devenus extrêmement, je dirais, critiques pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour les entreprises, pour faire fonctionner un business, que ce soit dans la production, la fabrication d'un produit, ou dans la fourniture d'un service. Donc c'est devenu quelque chose d'extrêmement critique, et donc les enjeux peuvent être considérables. Et ça devient des enjeux de direction générale, où effectivement de plus en plus de nos clients souhaitent avoir un plan, ou tout du moins avoir un pilotage de la performance des actifs. Pourquoi? Parce qu'on a quand même en fait des challenges assez importants. Des challenges humains, d'abord, bien entendu, parce que l'expertise est de plus en plus diffuse, parce que ces équipements sont de plus en plus complexes. On a moins de personnel, qui fait qu'intervenir pour faire du maintien en conditions opérationnelles est souvent un enjeu extrêmement important. Les facteurs techniques, quand on parle de maintenance et d'entretien, il faut planifier ça au mieux pour éviter des durées trop importantes d'indisponibilité. Il faut faire aussi du dépannage qui est ad hoc, c'est-à-dire avoir à chaque fois qu'on fait une intervention, que ce soit le plus pertinent possible et qu'on fasse les modifications ou les réparations nécessaires à uniquement celle-là. On a des réglementations qui sont aussi de plus en plus complexes. Les facteurs économiques enfin, ce qui va driver un petit peu cette transformation, c'est en fait les coûts de maintenance qui ont tendance à exploser parce que ces systèmes sont de plus en plus présents et de plus en plus sophistiqués et de plus en plus critiques. Et aussi, ça a un impact direct sur
en fait, la capacité de fabriquer un produit ou de fournir un service, puisque si les assets sont en panne, on ne peut plus assurer cette fourniture. Alors, des solutions existent grâce à l'IoT et grâce à l'intelligence artificielle, on va le voir. On montrera un certain nombre de choses, notamment un scénario, mais aussi des exemples et des références qu'on peut. Alors, je vais introduire donc le scénario, présenter assez rapidement le scénario, qui fait appel à des personnages. On a identifié avec l'équipe différentes personnes qui ont des rôles différents, qui vont être confrontés à un problème. Le problème numéro 1, c'est faire en sorte que le système, en l'occurrence un système industriel, ne tombe jamais en panne le plus possible et qu'on intervienne le plus rapidement possible avec finalement les personnels que l'on a à disposition. Donc on a Fabrice, qui va être représenté par Fabrice lui-même, qui en fait est un responsable des opérations. On a Marcia et Katia, donc ce sera Katia qui fera à la fois Marcia et Katia, et aussi un petit peu Patrick, mais ce sera extrêmement rapide. Voilà. Donc, du coup, peut-être que là, je crois qu'on voit que les slides à distance. Ouais, c'est ça, si on pouvait voir vos visages, ça serait cool. Ça, c'est une chose. Et avant que vous partiez dans votre scénario, moi, j'ai envie de vous demander quand même, parce que c'est quoi la maintenance 4.0 ? Parce que la GMAO, ça existe depuis longtemps déjà. Oui, c'est vrai. Donc, on a utilisé le terme maintenance 4.0 parce que, en fait, on veut faire un rapprochement avec l'industrie 4.0. Donc, vous oubliez un petit peu ce numéro-là. On a voulu faire un petit clin d'œil. Mais essentiellement, c'est à la fois la transformation dans le manufacturing par le digital. On a appelé ça la maintenance 4.0. Il y a beaucoup d'IoT et d'IA. Et on a fait le parallèle avec maintenance 4.0. Parce qu'on va utiliser de l'IoT et de l'IA. Donc, les personas sont là, avec des rôles différents, responsable des opérations, responsable de maintenance, technicien de maintenance et opérateur de production. Alors, dans ce scénario, on va avoir à peu près une trentaine de minutes où on va présenter ce scénario. Alors, en fait, c'est basé sur, c'est une pompe avec un moteur qui entraîne la pompe, sur lequel il peut y avoir un certain nombre de problèmes. Et c'est extrêmement important pour, là, en l'occurrence, le client, que ça fonctionne correctement. Alors, ça, c'est une vue générale du scénario. Je ne vais pas passer dans le détail. Et ce qui est important, c'est qu'on ne va pas orchestrer de la maintenance. Ce qu'on veut, c'est anticiper les problèmes, être capable de se mettre du côté du responsable des opérations, en l'occurrence là de production, qui, lui, son problème, numéro 1, c'est fournir, en fait, la production qui est nécessaire, le taux de rendement synthétique, si on va utiliser ce terme de terrestre. Pareil, côté maintenance, on va souhaiter pouvoir faire intervenir des personnes avec le maximum de compétences. Et si ces personnes-là n'ont pas de compétences, essayer de leur fournir cette compétence. Enfin, celui qui est responsable des opérations, lui, va avoir la capacité de voir le fonctionnement de ces équipements, d'anticiper, de voir si le système peut anticiper à un mauvais fonctionnement ou une panne à venir. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Fabrice, qui est le premier dans la démonstration et qui va démarrer le scénario en étant Fabrice. Oui, Fabrice, à toi de jouer. Merci Bruno. Et ce qui est important du coup, c'est que peut-être Fabrice et Katia, donc on va intervenir au niveau de la démonstration. Je ne sais pas si du coup dans la salle pour le SidoPulse, vous pourriez nous réafficher à l'écran en fait, parce que là on voit la partie PowerPoint. Ouais. Ce serait intéressant en fait. On a quelques accessoires pour nous réafficher à l'écran en fait, Fabrice et Katia. C'est possible de voir l'écran ? Ou peut-être c'est de votre côté qu'il faut mettre dans les options d'affichage, voilà. Ok, sinon on arrêtera le partage du PowerPoint pour nous réafficher. Oui, c'est ça, c'est un stopper PowerPoint. D'accord, ok. À toi, Fabrice. Ok, donc je prends le relais. Donc pour démarrer cette démonstration, donc je suis le responsable des opérations et j'ai aussi le rôle d'ingénieur fiabilité. Mon objectif principal, c'est vraiment de m'assurer que l'ensemble des équipements qui sont utilisés dans mon usine pour la production soient en bon état de fonctionnement et le reste, et que s'il y a des temps d'arrêt nécessaires sur ces équipements, qu'ils soient le plus limités possible. Et donc pour cela, je vais utiliser des outils de supervision
qui vont collecter des données provenant des différents équipements et qui vont éventuellement m'envoyer des informations lorsqu'il y a des dysfonctionnements ou des comportements anormaux et qui vont me permettre par la suite d'anticiper les pannes. En l'occurrence, ici, dans la démonstration qu'on va voir, Fabrice va recevoir, je vais recevoir une alerte qui provient de mon unité de supervision et qui a été générée à partir de la collecte des données d'une pompe connectée comme celle que Bruno vient de vous montrer. Alors, on va voir tout ça on tout de voit suite. toujours pas. Hein. Donc il faut cliquer sur affichage et mettre à côté de l'intervenant sur le coin de votre écran. Cliquez sur affichage. Oui, en haut sur l'écran, en haut sur votre écran, vous avez un bouton affichage. Tout à l'heure, vous avez cliqué dessus, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Pour qu'on puisse vous voir. T'as compris? Je pas compris. Ce qu'on va faire, c'est que je vais donc lancer cette vidéo qui décrit donc cette première étape de la démonstration et on se retrouve dans 3 minutes. On voit la vidéo, mais on vous entend pas là. Pas cliquer. D'accord. On vous entend toujours pas. Hein. On va recommencer. On vous entend pas quand la vidéo passe. Hein. Vous n'entendez pas? On va reconnecter. On va reconnecter le son, là, en fait. Là, on vous entend bien en revanche. Et on vous voit. Et que l'état des pompes varie de excellent. Excusez-moi, donc on va reprendre. On reçoit une alerte en provenance d'une de ces pompes centrifuges. C'est bon, là? Son tableau de bord lui remonte une alerte sur cette pompe. On voit que l'alerte est taguée avec une gravité élevée. Il clique alors sur l'alerte pour en savoir plus. On voit différentes mesures collectées automatiquement sur la pompe, comme la pression ou la température. On voit plusieurs problèmes apparents sur cette série temporelle. Tout d'abord, ce qui a généré l'alerte. Des anomalies ont été détectées sur la mesure de pression par des algorithmes de machine learning. On les voit ici, ce sont les points rouges. Lorsque Fabrice examine la pompe de manière plus large, il accède à d'autres informations et se rend compte au travers d'un schéma représentant sa pompe que des problèmes de température existent également. À certains points sur les refroidisseurs, la température a excédé le seuil acceptable de 30 degrés. Grâce aux informations remontées par les capteurs connectés, il sait localiser exactement les comportements atypiques. Pour tenter d'obtenir plus d'informations sur un éventuel dysfonctionnement de sa pompe, Fabrice accède au carnet de santé de ses équipements. Ce module va lui permettre d'accéder à l'état de santé de toute sa flotte de pompes. Sur cet écran de contrôle, il retrouve la pompe qui est en souffrance et on voit bien son score de santé, 22%, comparé à une moyenne de 51% pour le reste des pompes du même type. On voit ici qu'il y a 5 pompes dans ce groupe et que l'état des pompes varie de excellent en vert à mauvais en rouge. Cet état est calculé à partir du score de santé de la pompe qui prend en compte plusieurs critères et sources de données. Fabrice veut en savoir plus sur les raisons derrière ce mauvais score. Il va donc s'intéresser de plus près au carnet de santé de la pompe AH002. Ce qui est intéressant dans ce score de santé, c'est qu'il est calculé à partir de différents facteurs que Fabrice va pouvoir pondérer comme il le souhaite. Les données servant à calculer le score de santé peuvent provenir des capteurs comme ici la température, pression et vibration. La valeur du score pour la pression et la température est à 0. Ce score de 0 indique que les mesures sont au-delà des seuils acceptables, ce qui est en phase avec les alertes et les anomalies de comportement détectées tout à l'heure.
Mais en plus de ces indicateurs provenant des capteurs, le score de santé de la pompe prend en compte les données météo qui peuvent jouer sur les pompes exposées aux conditions climatiques, des informations sur les coûts de remplacement, ou bien encore des informations par rapport à la durée de vie estimée de la pompe. C'est Fabrice qui a mis ces règles en place lui-même, et ces règles peuvent être aussi complexes ou aussi simples que le veut Fabrice. Parce que la pompe centrifuge est un équipement critique, Fabrice utilise des modèles de maintenance prédictive, il y en a 5 en standard dans l'application, pour anticiper les pannes sur ce type d'équipement. La frise que l'on voit en haut de l'écran rappelle les derniers événements et interventions en rapport avec la pompe AH002. On va y retrouver l'historique des pannes et des interventions, ainsi que les dates auxquelles les modèles prédictifs anticipent la prochaine panne de la pompe. Le premier modèle, en haut à gauche, informe Fabrice sur la probabilité de panne de sa pompe dans les 15 prochains jours. On est à 71%. Il faut bien sûr considérer ces 71% par rapport aux 61% de la moyenne des pompes du même type. Sur la droite, ce modèle nous donne les variables les plus impactantes dans la prédiction de la panne. En plus de la prédiction, c'est un aspect prescriptif majeur, très important, pour mieux qualifier la panne. Ce modèle ici présente le nombre de jours avant la panne et prédit que la pompe va tomber en panne d'ici les 11 prochains jours. C'est particulièrement inquiétant étant donné qu'il n'y a pas d'opération de maintenance planifiée sur cette pompe avant d'ici plus de 2 mois. Ici, le modèle est non supervisé. Contrairement aux autres modèles, il ne s'appuie pas sur un historique de panne pour faire sa prédiction. Il s'agit de détecter des comportements atypiques qui présentent des anomalies par rapport aux comportements généralement constatés. Et enfin, le dernier modèle est une courbe d'estimation de panne. Le système établit une probabilité de panne suivant l'âge de l'équipement. Non, tout de suite. Vous êtes revenu? Là, on va voir effectivement, soit c'est l'ingénieur de fiabilité en fait qui va effectivement relever ces alertes, soit on pourrait aussi avoir notre ami Patrick en fait qui est lui l'opérateur de production, qui constate quelque chose sur le terrain et qui va directement faire une demande de service. Une fois que cette demande de service est réalisée, vous allez voir, en fait, je vais me positionner en tant que martien, en fait, hein, c'est pour ça que j'ai gardé ce casque pour l'instant sur la tête et que je voulais le partage, et je vais voir comment je vais dispatcher sur le terrain, soit depuis ma tablette, soit directement depuis mon téléphone, ou directement depuis mon bureau, les interventions pour planifier cette intervention. Donc, on va lancer effectivement cette petite démonstration en fait, et dans cette démonstration, l'idée c'est qu'on retrouve l'ensemble des interventions en fait, en fonction des priorités, du statut, sur l'intervention. Mais là on va plus l'écran. Ah oui, c'est parce qu'il y a un petit décalage. Donc l'idée c'est de pouvoir attribuer directement un propriétaire ou de pouvoir surveiller le travail en cours ou en un seul clic de pouvoir fermer le travail. On voit que là on est dans un format en fait ordinateur, mais je peux aussi avoir ça, ces colonnes-là, en fait ces 4 colonnes directement sur mon smartphone. Donc là je suis dans les opérations classiques de maintenance, il n'y a rien de plus, je dirais, banal que de planifier et d'affecter les gens sur le terrain. On pourrait effectivement utiliser toutes les notions de scheduling automatique ou ce genre de choses. Là, dans l'exemple, l'idée, c'est de prendre une intervention et de pouvoir, en fait, l'affecter directement au bon technicien. Que je sois effectivement soit directement sur le terrain en mobilité, puisqu'on a des interfaces qui sont responsive design, soit depuis mon bureau. Donc la demande de service qui a été faite tout à l'heure par Fabrice, je vais la prendre en compte et je vais la retrouver dans une liste, je dirais, de toutes les demandes de service qui ont été faites, soit par l'ingénieur de fiabilité, soit sur le terrain, et traiter cette demande de service. Une fois que j'ai passé en revue mes différentes demandes de service, je vais réaliser l'intervention sur la demande de service sur le problème de la pompe en fait. Donc quand j'ai un bruit sourd et irrégulier, je vais dire c'est important que je prenne en compte cette intervention et là je vais créer une intervention. Je vais pouvoir aller voir les pièces jointes qui sont déjà disponibles ou pas sur l'intervention et surtout affecter Katia, et on va voir tout à l'heure ce changement de rôle je dirais, pour aller réaliser l'intervention. Voilà. Donc là, effectivement, on va se déconnecter effectivement de la partie démonstration et puis je vais vous montrer en fait comment je vais traiter en fait grâce là du coup à l'intelligence artificielle et aux outils modernes la demande d'intervention. Donc là, l'idée c'est que j'ai été affectée. Donc là, je me mets effectivement dans ce rôle de Katia en fait. Donc j'enlève mon casque de
de martien en fait et de superviseur, et puis je vais enfiler du coup mon casque de réalité augmentée Lenovo. Donc pour ceux qui m'ont déjà suivi sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir qu'on a déjà fait pas mal de tests effectivement avec l'équipe Lenovo Sync Reality pour avoir ce Assist à 6 sur la tête et pouvoir utiliser Maximo Assist, excusez-moi. Donc on voit effectivement qu'on a un casque qui est complètement fait pour l'industrie, puisqu'on a même le casque, je dirais, de réalité augmentée, et par-dessus, la protection, je dirais, pour le technicien sur le terrain. Je peux le mettre effectivement sans problème sur ma tête, et surtout garder aussi mes lunettes, parce qu'effectivement, la réalité augmentée, c'est bien de pouvoir avoir son écran devant les yeux, mais de pouvoir y voir quelque chose. Donc je vais vous proposer, en fait, avec ce casque de réalité augmentée, d'adresser maintenant cette de mon intervention, puisque moi je suis une jeune technicienne et que je ne connais pas forcément tout sur cette pompe. Et la première chose à faire, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour m'assister dans cette intervention. Et dans un deuxième temps, aussi la réalité augmentée avec ce qu'on appelle le remote access, donc je dirais l'assistance à distance. Donc là, vous allez voir ce que je vois dans mes lunettes. Maintenant que je suis affectée à la demande de service, je vais tâcher de diagnostiquer au mieux le problème. Pour cette phase, je vais me faire assister par notre outil Maximo Assist. Maximo Assist utilise l'intelligence artificielle pour me guider dans mon diagnostic et me proposer la meilleure manière de réaliser l'intervention sur la pompe. Dans cet exemple, je couple l'intelligence artificielle et la réalité augmentée à travers le casque industriel Lenovo Assist que j'ai sur la tête. La première étape me guide dans une liste de symptômes que je constate. Je vais directement, depuis la lunette, pouvoir saisir ou cliquer sur les symptômes qui m'intéressent. Donc là, j'ai un moteur faible et une odeur un peu bizarre. Je vais donc démarrer en fait mon diagnostic et Maximo Assist m'indique que mon diagnostic permet de dire que le problème vient à 78% d'un problème de pompe grippée. Je me connecte à travers la lunette à la première étape de ma gamme d'opérations proposée par le système qui m'indique de bloquer le moteur de la pompe avec les boutons M8 et la poulie d'arbre de la pompe. Je vais visualiser sur la maquette numérique 3D que je vais ouvrir l'emplacement des boulons à bloquer. Donc je me retrouve effectivement directement dans Maximo Assist sur la maquette numérique de ma pompe, ce qui me permet de faciliter en fait l'intervention et la localisation des sous-ensembles de la pompe. Ensuite, Maximo Assist me demande de valider la mise en sécurité et la consignation de la pompe. Une fois que j'indique que ma pompe est verrouillée à travers la lunette, je vais à l'étape suivante de ma gamme d'opérations qui consiste en un relevé de pression amont et aval et je vais indiquer sur le pavé numérique les valeurs à travers la lunette. Je peux maintenant en fait réaliser la dernière étape de ma gamme d'opérations qui est le remplacement du ressort de piston. À travers la lunette Lenovo Assist, je visualise le ressort sur le modèle 3D directement disponible dans ma lunette. Une fois le ressort remplacé, je peux maintenant terminer mon intervention. Donc là, effectivement, vous avez pu voir tout ce que je vois moi en fait en surbrillance, ou du moins je ne sais plus comment on dit exactement, mais en tout cas je visualise l'écran à travers la lunette et ça me permet en fait d'avoir directement les informations en fait et ma gamme d'opérations sur ma lunette. Ok. Donc, là j'ai terminé maintenant sur cette partie, je dirais, avec ma lunette en fait qui est connectée tout simplement à mon système. Et là l'idée c'est je vais voir, donc je reprends mon petit casque de jeune technicienne et l'idée je vais voir maintenant comment c'est pas l'intelligence artificielle en fait qui va m'aider, mais comment je vais faire appel à un ami, non, surtout un expert technique quoi. L'idée c'est effectivement bien voir comment moi j'ai technicienne, je peux réaliser effectivement un dépannage tout en étant assisté sur le terrain. J'attends un tout petit peu que le décalage se remette. Et donc là, j'ai mon intervention
Je vois, tu vois, il me voit toujours l'écran aussi là-bas. Non, c'est tout est décalé. Donc là, l'idée, c'est que je me retrouve effectivement avec la liste de mes interventions et que je vais faire appel aux meilleurs experts pour m'aider sur le terrain. On est 3 heures du matin devant ma pompe et malheureusement, toute seule, je ne vais pas réussir à résoudre le problème. Donc, j'appelle effectivement la personne d'astreinte ou l'expert disponible. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va directement me venir en aide depuis son PC ou depuis son terminal, peu importe où il est, sa tablette. Je dirais peu importe le device. Ce qu'on va faire là, en fait, on va voir qu'on va le faire avec un téléphone, mais après, on peut très bien utiliser la lunette que j'avais sur la tête tout à l'heure ou n'importe quel type de tablette. Donc là, l'expert, il reçoit en fait une notification chez lui et il va prendre connaissance en fait des différents éléments de mon intervention sur lequel je vais faire le dépannage. L'idée, c'est que je ne sois pas obligé de tout lui répéter parce que parfois, je suis en environnement bruyant quand je suis dans l'industrie. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me demander en fait d'être ses yeux quelque part, puisqu'il va vouloir voir la machine, on va voir si elle est complètement la surchauffée, si elle a des informations visuelles qui vont me permettre de diagnostiquer. Alors ça, on peut le faire aussi grâce à l'intelligence artificielle et un outil de visuel, je dirais, de reconnaissance et de diagnostic. Mais là, l'idée, c'est plutôt que je sache sur quel élément je dois intervenir et qu'est-ce que je dois faire sur cet élément. Parce que parfois, il y a des opérations un petit peu complexes ou très précises. Et là, donc, je filme, je dirais, mon installation. Et quand je filme mon intervention, l'expert, lui, il ne va pas recevoir la vidéo. Parce que ça ne l'intéresse pas, en fait, de voir la vidéo. Lui, il va vouloir se focaliser sur certains des sous-ensembles. Donc, quand je suis sur un de ces sous-ensembles-là, lui, il reçoit les photos, en fait. Et il va pouvoir, en fait, interagir avec moi à travers des images qu'il va voir sur les photos. Une fois que lui a reçu ces photos, en fait, il a un petit outil, en fait, avec une petite boîte à outils qui va lui permettre de faire différentes actions pour dire il faut peut-être éteindre, allumer, ou là, dans l'exemple, on va annoter directement sur la machine ce qu'il y a à faire. Et moi, en retour, en fait, je vais recevoir en surbrillance sur ma vidéo l'information et cette annotation. D'accord ? Donc là, on voit bien sur la partie gauche que sur mon smartphone, je reçois l'information de mon expert, en fait, et je vais pouvoir appliquer sa consigne. Ensuite, je vais pouvoir compléter mon intervention et faire tout ce que j'ai besoin pour finaliser l'intervention. Mais l'idée, c'est qu'à travers ces deux exemples, soit avec la lunette et la partie intelligence artificielle couplée à la réalité augmentée à travers une lunette, j'ai réussi à dépanner du premier coup, en fait, ma pompe, et surtout ne pas surconsommer de la pièce de rechange non plus, quoi. L'idée, c'est de faire bien du premier coup et aussi de le faire dans les meilleurs délais et les meilleurs coûts. D'accord ? L'idée, c'est d'améliorer nos temps de réparation et de pouvoir redémarrer rapidement la production. Voilà. Donc, sur cette partie technicien, je vais enlever ma casquette du coup de Katia et je vais reprendre ma casquette de responsable de maintenance qui, lui, va fermer l'intervention. Donc là, on voit effectivement qu'on retrouve notre tableau de bord de tout à l'heure et on a tout simplement dans le bouton, je dirais, fermer le travail. On va pouvoir fermer le travail et aller consulter ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'ai terminé sur à la fois la réalisation d'intervention en tant que Katia et à la fois en tant que Marcia, responsable de maintenance. Là, il n'y a rien, je dirais, d'intelligent ou d'innovant. On clôture l'intervention, on voit tout ce qui s'est passé et on voit surtout que ça s'est bien passé dans le meilleur temps possible. Donc je vais laisser la parole du coup à Fabrice, qui va voir si j'ai bien fait mon boulot et s'il peut compter sur l'équipe de maintenance. Merci Katia. Alors oui, donc je terminais la démonstration. Donc moi, je viens donc responsable des opérations. Donc j'ai vu qu'effectivement, il y avait une intervention qui avait été effectuée sur la pompe, que la panne avait été résolue et que maintenant, je vais donc pouvoir aller vérifier dans mon outil de supervision que effectivement déjà la panne, que cette pompe ne présente plus de dysfonctionnement, d'une part, et je vais aussi pouvoir améliorer, tirer parti des différents modules de machine learning et de maintenance prédictive qui sont déjà implémentés pour les ajouter au module de score de santé et donc enrichir ce score de santé. On voit ça tout de suite dans cette dernière vidéo, on se retrouve dans moins de 2 minutes. L'incident sur la pompe a été réparé. Fabrice peut maintenant retourner dans l'outil de supervision et de surveillance de la santé des équipements. Pour rappel,
le score de santé de la pompe H002 était de 22% avant l'intervention. Les capteurs présents sur la pompe remontaient des valeurs de température et de pression en dehors des seuils acceptables, ce qui avait pour effet de faire baisser considérablement le score du facteur lié aux conditions opérationnelles de la pompe. En rafraîchissant le tableau de bord, Fabrice constate que le score de santé est remonté à une valeur plus satisfaisante de 49%. Ceci s'explique logiquement par des valeurs de température et de pression à présent normales, ce qui fait passer le score du facteur lié aux conditions opérationnelles de la pompe de 35% à 82%. Pour aller plus loin et intégrer la dimension maintenance prédictive au score de santé de ses pompes, Fabrice va pouvoir ajouter un nouveau facteur. Ce facteur compare la date de prochaine panne telle qu'anticipée par les algorithmes de machine learning avec la prochaine date d'intervention planifiée. Si la date anticipée de panne est antérieure à la date de la prochaine intervention sur la pompe, la valeur de ce facteur est à 0%, comme ici dans cet exemple, sinon elle est à 100%. Et vous voyez qu'ici, Fabrice a placé un poids de 20% sur ce facteur. Il pourra facilement faire varier ce poids pour donner plus ou moins d'importance aux composants prédictifs dans le calcul du score de santé. Bon, je pense qu'on a vu le scénario, donc c'est un scénario qui est facile à comprendre, qui est relativement simple. Alors, en fait, dans ce scénario, il y a 3 éléments qui sont importants. Le premier, c'est bien entendu, il y a toute une partie gestion des activités de maintenance. On a vu ça très rapidement, comme par exemple la saisie d'une demande de service, parce qu'on pressent un problème. La planification, ça a été effectué. On n'a pas vu la partie gestion des stocks de pièces de rechange. On n'a pas vu non plus la partie mobilité dans l'affectation des demandes de rechange, des interventions. Donc ça, c'est le premier élément. Donc ça, c'est la gestion de la maintenance. Deuxième chose que l'on a vue, en fait, ce sont les activités qui sont un petit peu, complètement dans la logique IoT. Donc à la fois côté Fabrice, qui lui a un rôle de maintien en conditions opérationnelles et de production qui lui sont propres, et donc il a de la surveillance. Et là, Fabrice venait de présenter l'ensemble des différentes composantes qui sont capables de l'aider à faire ça. Ensuite, Katia, vous avez vu, avec la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, capable d'anticiper sur des problèmes. La troisième chose qu'on ne voit pas dans ce scénario, c'est d'autres solutions, comme la partie worker safety, comme la partie aussi reconnaissance visuelle, par exemple avec un smartphone, pour pouvoir identifier des problèmes. Donc, la démonstration étant terminée, on va passer à la synthèse. Oui, avant, j'ai une petite question quand même. Il nous reste que quelques minutes. Oui. Donc pour avoir un petit peu de temps pour les questions aussi, dans tout ce qu'on a vu là, merci pour cette démo. Qu'est-ce que propose IBM concrètement? Alors, en fait, on vient d'annoncer un nouveau portfolio qui s'appelle Maximo Application Suite. Maximo étant bien connu dans le domaine de la maintenance, puisqu'on a plus de 10 000 clients et presque 2 millions d'utilisateurs qui utilisent nos solutions tous les jours. En fait, cette application suite va regroupe dès maintenant l'ensemble des modules qu'on a pu voir tout à l'heure. À la fois la partie traditionnelle de, on va dire, GMAO, mais aussi la partie monitoring des assets, score de santé, prédiction, réalité augmentée, intelligence artificielle pour assister le technicien, worker safety sur la sécurité du technicien, essayer d'identifier et l'alerter quand il y a des problèmes de risque de santé ou d'accident, et puis aussi la partie reconnaissance visuelle avec l'intelligence artificielle pour reconnaître par exemple des défauts sur la production ou sur le fonctionnement de certains assets. Donc ça, c'est l'application Maximo Application Suite qui fait partie du portfolio de Watson IoT, plus particulièrement de AI Application, qui est la business unit logicielle, une des business units logicielles d'IBM. Et donc, comme vous voyez ici dans la synthèse, on a effectivement l'ensemble de ces modules qui permettent de faire de la maintenance corrective, préventive, corrective,
prédictive et aussi prescriptive. On a aussi des solutions qui sont très orientées métier, dans le domaine de l'aviation par exemple, solutions qu'on a développées en partenariat avec Airbus, mais aussi dans le domaine du transport, dans le domaine des infrastructures, comme les autoroutes, les ponts, les tunnels, dans le domaine de oil and gas, le nucléaire, etc. Utilisation simple et conviviale, bon là je vais passer très rapidement, vous l'avez vu. On peut optimiser aussi les opérations avec des modèles d'optimisation de planning qui peuvent être sophistiqués pour faire en sorte de réduire les coûts de maintenance, suivi de la performance à la fois des opérations mais aussi des assets. C'est ce qu'a fait Fabrice tout à l'heure. En fait, il fait le monitoring de ces assets. L'architecture de cette solution qui regroupe l'ensemble de ces modules est ouverte et évolutive. On a des clients qui sont des petites structures, des moyennes et des très grands utilisateurs qui peuvent dépasser les 20 000 utilisateurs. Tout est paramétrable de façon graphique. Bien entendu, on s'intègre avec les ERP, avec les systèmes SIG et les systèmes RH. Et enfin, en termes de déploiement, cette solution est container hybrid cloud ready. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez la déployer sous forme de container dans n'importe quelle infrastructure, que ce soit chez vous, chez nous ou chez d'autres fournisseurs de cloud. Mise en place agile et incrémentale, on a un écosystème de partenaires, on a plus de 1000 personnes qui sont certifiées Maximo en France. Donc il y a des gens qui sont chez IBM et des gens qui sont chez des partenaires extrêmement importants et qui ont des capacités de déploiement qui sont extrêmement intéressantes. Le modèle de licensing est relativement flexible puisqu'on va parler de jetons d'utilisateurs concurrents qui vont pouvoir utiliser certains modules à certains moments, d'autres à d'autres, etc. Tout ça, c'est relativement flexible et intéressant pour pouvoir utiliser toute la puissance et aller vers maintenance 4.0, comme on l'a dit au départ. On a un club utilisateur en France, animé par nos clients, qui est très actif et c'est des retours d'expérience qui est très intéressant pour nos clients. Intègre l'IoT, vous l'avez vu, je vais passer assez rapidement puisque ça, c'était quand même le cœur de la présentation. Bon, quelques clients en France, vous voyez qu'on a à la fois des entreprises qui sont particulièrement connues, mais aussi des sociétés qui sont un peu plus petites. Il nous reste peu de temps. Est-ce que tu as juste un exemple? S'il y en a un client que tu devais donner, tu diras lequel? C'était une illustration concrète à donner. Alors justement, je vais passer connaître et je vais passer leur vidéo. Une vidéo qui est sur YouTube. Grâce à la technologie Internet of Things, des services connectés 24/7 de Kone, nos ascenseurs et escalators offrent des services intelligents. D'énormes quantités de données sont recueillies en permanence à partir de capteurs installés dans nos équipements. Ces données sont ensuite analysées dans le cloud à l'aide de la plateforme IBM Watson. Loin de se contenter de récolter et de traiter les données, cette plateforme peut les comprendre et en tirer des enseignements. Nos services sont toujours plus intelligents. Voyons d'un peu plus près comment cela fonctionne. Des capteurs situés dans les ascenseurs ou les escaliers mécaniques recueillent des données cruciales sur ces équipements, telles que leur niveau d'utilisation, leur déplacement et leur vitesse. Ces données sont ensuite transmises en temps réel à la plateforme IBM Watson via le cloud pour être analysées par le biais d'algorithmes intelligents. En comparant les informations avec les données recueillies sur des milliers d'autres appareils identiques entretenus par Kone, le système détecte rapidement une éventuelle anomalie, ce qui nous permet d'anticiper les dysfonctionnements et réduire les défaillances. Que se passe-t-il quand le système détecte une anomalie potentielle ? Ici, les données montrent que ces portes d'ascenseur se rouvrent trop souvent. Elles commencent à se refermer, puis se rouvrent avant de se refermer totalement. Cette information est automatiquement transmise à notre équipe de maintenance. Lorsqu'un problème crucial survient, le centre de relations clients envoie immédiatement un technicien sur site pour le traiter. Si le risque de panne n'est pas immédiat, notre technicien contrôlera les composants concernés lors de la prochaine visite de maintenance programmée. Pour les cas un peu délicats, l'un de nos experts techniques analyse les données de l'appareil et évalue si une intervention de maintenance supplémentaire est nécessaire. Voilà, donc c'était un exemple d'un client, on le connaît en l'occurrence, qui est relativement intéressant dans la mesure où
En fait, ils n'ont pas souhaité faire un POC, mais ça a été déployé à large échelle pour faire à peu près 1 million d'escalators et d'ascenseurs. Voilà. On en arrive à la partie questions, je crois. Oui, tout à fait. Donc on va prendre quelques questions s'il y en a. Est-ce qu'on a des questions ? Moi j'en ai une déjà, en attendant que les gens réfléchissent à leurs questions. J'en ai une, c'est, vous avez parlé de la suite Maximo. J'ai cru comprendre que ça faisait beaucoup de choses. Et on est obligé de tout prendre quand on est une petite PME ou une ETI. Est-ce qu'on est obligé de prendre toute cette suite-là, qui j'imagine quand même coûte un peu d'argent, donc différents modules qui peuvent être autoporteurs? Alors, oui, ça c'est une bonne question, puisqu'effectivement, Maximo Application Suite, qui est disponible depuis mai, en fait, comprend un certain nombre de modules. Et ces modules peuvent être utilisés ou pas par nos clients. Chacun des modules est autoporteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir Maximo Manage, qui est en fait la GMAO, pour utiliser les autres composants. Et puis on peut utiliser Maximo Manage et pas forcément les autres. Donc tout ça est relativement flexible et chacun des modules est complètement autoporteur. Bien entendu, il y a un intérêt d'utiliser plus de modules puisque les échanges d'informations se font de manière native. Les intégrations sont natives. Voilà. Mais ça peut effectivement, on peut envisager de passer par d'autres systèmes cloud ou multi-cloud. Très bien. Des questions? Bon, du coup, moi, je vais en poser une deuxième. Parce que si on a un projet, un petit projet on a déjà un outil de GMAO, mais on a un projet, on va passer un petit peu avec du prédictif. C'est quoi qu'est-ce que vous proposez pour commencer? C'est par où on commence? Alors, ça dépend du domaine. Hein. Si on est plutôt sur la partie manage, c'est-à-dire on va dire plutôt GMAO, sur la partie assist ou sur la partie predict, monitor, health, par exemple, on va essayer d'avoir une démarche qui est relativement pragmatique. Notamment sur les fonctions IoT et IA, on va démarrer avec l'identification de cas d'usage qui sont pertinents, particulièrement sur la partie économique. Quels sont les enjeux? Il s'agit par exemple pas de prévoir qu'une lampe ici va tomber en panne dans 3 ans, parce qu'on s'en fiche, on est capable de la changer quasiment à la volée, puis de toute façon on a d'autres lampes qui fonctionnent. Ensuite, on a développé, donc là l'équipe ici, soit Fabrice ou Katia, on a développé ce qu'on appelle des kickstart, qui permettent de démarrer assez rapidement une fois qu'on a validé la pertinence du use case. Encore une fois, le use case pour être pertinent, c'est à la fois des enjeux économiques qui sont, je veux dire, tangibles, clairement, et ensuite, bien entendu, des capacités à exploiter de la donnée qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Voilà, donc on a des kickstarts sur l'ensemble des sujets, que ce soit sur la partie worker safety, la partie monitor ou la partie assist, par exemple. Merci. Avant de donc, très rapidement, c'est quelques semaines, hein, il ne s'agit pas de faire des projets tunnels sur lesquels on va travailler pendant des mois. Voilà, Avant de clôturer la session, j'ai aussi encore une dernière question. Vous avez parlé de cloud. Donc c'est forcément du cloud ou ça peut être du on-premise? C'est quoi les architectures? Alors, on a pris la décision, enfin, IBM a pris la décision dans la plupart de ces applications d'être hybride cloud. C'est-à-dire, en fait, la capacité de nos solutions, c'est de tourner dans n'importe quel environnement. Alors, ça peut être chez nos clients, installer un conteneur dans un système d'information client. Ça peut être installer ce conteneur, ces applications sous forme de conteneur, dans le cloud IBM ou dans un autre cloud. Je ne vais pas citer les noms, mais vous les connaissez. Voilà. Et puis ça peut être en partie. Une partie là, une partie là. Donc en termes d'architecture, c'est d'avoir extrêmement flexible et en fait on fait sauter un petit peu les barrières du système d'information tout en assurant bien entendu des niveaux de sécurité qui sont maximum au travers des différents outils qu'on propose en complément de Maximo Application Suite. Voilà, donc on-prem, oui, en cloud, oui, chez IBM, oui, un peu partout. Bon, un peu partout, il y a peut-être aussi certaines restrictions. Il faut quand même déjà avoir un système d'information pour pouvoir l'installer. Peut-être pas dans sa voiture encore, enfin, peut-être Fabrice va peut-être pouvoir installer Maximo. Bientôt. Hein. Alors, on supporte aussi le Edge, bien entendu, sur certaines fonctionnalités qui sont dans Maximo Application Suite. D'autres questions? Non, j'ai pas d'autres questions. J'ai plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, vous trois, pour cette démonstration. Merci encore. Et puis, on va...
faire apparaître, si vous avez un slide avec vos coordonnées, s'il y a des projets, si on peut vous contacter, je ne sais pas si vous avez ça sur votre présentation. Et puis... Merci, j'espère que ça n'a pas été trop difficile à suivre. Toujours des problèmes un petit peu techniques, mais c'est promis, on va s'améliorer. Et de toute façon, toutes les équipes ici présentes à Bois-Colombes, mais aussi sur toute la France, sont bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions via directement, ça peut être les réseaux sociaux, hein, tu l'as cité, Katia, qui est très active, ou ça peut être directement en prenant contact avec nous, ou par mail ou par téléphone. On serait ravis de répondre à vos questions et d'aller un petit peu plus loin. Et encore une fois, on regrette de ne pas être aujourd'hui dans cette belle ville de Lyon, et donc d'être à Bois-Colombes. Voilà, et on vous remercie. Merci encore. N'hésitez pas à venir au Fab Lab, en fait, effectivement, on sera ravis de vous mettre effectivement tous ces casques, celui de chantier peut-être pas, mais celui de réalité augmentée sur votre tête, et essayer ça sur votre type d'équipement, quoi. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt en vrai. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.